Jamel Lelmi sera rejugé devant la cour d'assises d'appel de Paris. Son deuxième procès. La première fois, il avait pris 30 ans pour avoir assassiné sa femme Kathleen et tenté d'assassiner 3 ans plus tard sa fiancée Julie. Il aurait fait ça pour de l'argent, et pas qu'un peu. Des millions et des millions d'euros versés par les assurances décès qu'il aurait fait souscrire à ses amoureuses. Comme il se dit innocent, il a fait appel. Tout recommence à zéro. À l'issue, il peut très bien être acquitté, ou au contraire prendre perpète. J'ai un mois pour avaler les 12 000 pages de son dossier pénal titanesque. Un mois pour entrer dans la peau de ce tueur présumé qu'on me dit séducteur et très séduisant. Un mois d'enquête, plus un mois de procès. Dans 2 mois, on saura. Palais de justice de Paris, le 19 janvier 2016, premier jour du procès de Jamel Lelmi. J'ai lu le dossier. Il n'est pas à l'avantage de Jamel Lelmi. Mais il y a suffisamment de zones d'ombre pour qu'il entretienne un petit espoir. Jamel Lelmi est combatif, déterminé à prouver son innocence. Pendant un mois, je vais venir tous les jours, sans préjugés. On sait que ça va être un marathon judiciaire, on sait qu'on va avoir 4 semaines là, avec en face de nous quelqu'un qui est manipulateur, qui est prêt à tous les coups. Il est prévu au total d'entendre une petite centaine de témoins. Je sais pas s'il est innocent ou pas, mais en tout cas, il me touche. Il n'y a pas un seul moment où il s'est dit « Mais t'es une menteuse !» Un mois pour passer des certitudes. Si on vous avait posé la question « Cet homme est-il dangereux ?» Oui. Au doute. Il y a un doute surtout dans ce procès, objectivement. Ce doute colossal ne permet pas de condamner un homme à 30 ans d'emprisonnement. Voilà. Dans une affaire qui débute en 2009, à 2500 km de Paris. Julie Derouet débarque à Marrakech quelques jours avant Noël 2009. Tout excitée de rejoindre sur place son nouveau fiancé, Jamel Lelmi. Lui est arrivé la veille. J'arrive à l'aéroport aux alentours de 16h heure locale. Je récupère ma valise, je sors de l'aéroport et de là, je cherche Jamel, que je ne vois pas. Il l'a prévenu, hein. Il a dit « Je serai peut-être pas là lorsque ton avion arrivera, parce que ça circule très mal autour de l'aéroport. Donc si jamais je suis pas là, de toute façon c'est pas grave, tu prends un taxi, puis tu donnes le nom de l'hôtel et on se retrouvera à l'hôtel. » Une fois arrivée dans ma chambre, j'essaierai de l'appeler à plusieurs reprises. Donc j'arrive pas à le joindre. Je laisse un message sur le répondeur de Jamel en lui disant « Bon bah je suis là, t'es où ?» Voilà. Alors Julie aurait passé toute la journée à attendre Jamel à l'hôtel. Durant cette attente, elle va louer une voiture, puisque Jamel lui avait expliqué qu'ils auraient besoin d'une voiture de location pour se rendre jusqu'à la frontière algérienne. Car le Maroc ne serait qu'une étape. Jamel aurait promis d'emmener Julie en Algérie pour lui présenter ses grands-parents en vue d'un prochain mariage. L'heure tourne, toujours pas de Jamel. Et je finis par m'accroupir et à mettre ma tête dans mes bras et à pleurer. Il est entre 22h et 22h30. Et Jamel arrive, surgit de nulle part, arrive de je ne sais pas d'où. Il la prend par les épaules, s'excuse, la console et là, elle explique qu'il se met à genoux. Et de là, il ouvre une boîte avec une très belle bague dedans, avec une jolie pierre blanche et me dit « Bon, alors maintenant, est-ce que tu veux m'épouser ?» Je me mets à pleurer en lui disant « Bah oui ». Il lui dit « Bon, écoute, il faut que tu prennes ta valise, on doit partir maintenant pour aller en Algérie. » Mais il lui explique qu'ils ne vont pas partir dans la même voiture. Lui va partir dans une voiture et puis elle va prendre sa voiture de location. Julie dit que vers 23h, ils auraient quitté l'hôtel chacun dans sa voiture en direction de la frontière algérienne. Jamel devant, elle juste derrière. Je passe un premier rond-point, tout va bien, Jamel est devant, moi derrière. Et arrivé à un deuxième rond-point, je perds Jamel de vue.
Je commence vraiment à paniquer dans la voiture. Je crie « Jamel, Jamel, t'es où ?» Quelques instants plus tard, je commence à être percutée par l'arrière. Une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que je sorte de la route. Et là, le cauchemar commence. Une personne arrive côté passager, une personne arrive côté conducteur. Quelqu'un essaye de me sortir de la voiture par les cheveux. Il n'y arrive pas puisque j'ai ma ceinture de sécurité. Arrive à me bloquer la tête dans le volant, me tient les 2 bras en croix pour que je puisse vraiment pas bouger. Je sens des coups de poing, des coups de pied au niveau de ma jambe gauche. Je sens qu'on m'arrache mes boucles d'oreilles, je sens qu'on m'arrache mon piercing dans le nez. Là, va s'enchaîner des coups de poing à répétition au niveau de mes cervicales. Coup de poing sur coup de poing sur coup de poing sur coup de poing sur coup de poing. À un moment donné, je sens comme un crack au niveau de ma nuque. La douleur à ce moment-là, elle est tellement intense, elle est tellement dure, elle est tellement incomparable avec quoi que ce soit, que je me dis, mais je vais mourir. Julie dit qu'après, c'est le trou noir. J'ai retrouvé l'endroit où Julie Derouet dit avoir été agressée. C'est ici, au pied de ce palmier, qu'au petit matin, le 21 décembre, un policier marocain découvre Julie dans sa voiture, sonnée et grelottante. Les vitres sont baissées, les clés toujours sur le contact. Elle se plaint de fortes douleurs au cou. L'homme prévient les secours. La jeune femme est emmenée à l'hôpital Ibn Tofai de Marrakech. J'ouvre les yeux, je ne sais pas où je suis, je ne sais pas ce que je fais là. Jamel, qui a ses 2 bras entourés autour de mes jambes, qui pleure et qui me dit « T'es là ma femme, t'es là mon amour ». Alors j'essaye de m'asseoir, je me rends compte qu'il n'y a que ma tête qui bouge et mon bras gauche, tout le reste ne bouge pas. En fait, Julie est très grièvement blessée. Sa colonne vertébrale est brisée en 2 endroits. La moelle épinière est touchée. C'est une miraculée. Si on n'opère pas, je risque la mort ou la paralysie totale. Julie a eu de la chance. Le neurochirurgien marocain est parvenu à souder les 2 vertèbres fracturées avec une plaque en titane maintenue par 4 vis. Jamel ne s'occupe pas du tout de mon rapatriement. Il me dit qu'en fait, il faut qu'il rentre en France parce que sa maman doit subir une nouvelle opération de son genou. Il me fait un bisou sur le front en me disant « T'inquiète pas ma princesse, je reviens au plus vite ». Julie Derouet est rapatriée en France le 29 décembre et immédiatement réhospitalisée. Il y aura 4 autres opérations encore derrière pour lui permettre de vivre le moins handicapé possible. Elle a frôlé la mort, mais elle va survivre, au prix d'une longue rééducation. Au début, pas question de rentrer chez elle. Alors elle s'installe chez ses parents avec ses 2 petites filles qu'elle a eues avec son précédent compagnon et dont elle est maintenant incapable de s'occuper. Elle est clouée au lit. On avait loué un lit médicalisé et elle était là, près de nous, pour qu'on puisse la soigner jour et nuit, quoi. C'est eux qui me lavent, c'est eux qui me font manger comme un bébé. Donc vraiment, j'ai l'impression d'avoir un corps vivant dans un corps mort. Julie s'inquiète auprès de ses parents. Jamel, qui devait l'épouser, a pris de la distance jusqu'à ce qu'elle lâche le morceau à sa mère. Il y a un matin où je lui dis « Écoute maman, il y a quelque chose que tu sais pas ». Donc là, elle me regarde complètement décomposée et je lui dis « Écoute, Jamel m'a fait souscrire des contrats d'assurance décès ». Des contrats mirobolants, à peine croyables. Si Julie était morte au Maroc, Jamel aurait touché entre 5 et 7 millions d'euros. Et alors là, ses bras, ses jambes tombent et de là, elle se met dans une colère noire en me disant « Et ça te fait pas comprendre que c'est lui qui a tenté de te tuer ?» Il va y avoir toute une période où vont coexister dans le mental de Julie à la fois son rêve qui n'est pas tout à fait encore écrasé,
Et à la fois ses parents qui essayent de lui dire « Mais Julie, c'est pas raisonnable, il y a un problème. » J'étais en dispute avec mes parents, on se parlait plus, parce que je continue à dire c'est l'homme de ma vie. Donc mes parents se disaient mais c'est pas possible, elle est envoûtée. Il y a un jour où vraiment là je vais ouvrir les yeux pour de bon. Le 11 juin 2010, je rentre chez moi aux alentours de 20h et je vois que la porte est fermée à double tour. Donc là je suis complètement scotchée parce que quand je suis partie j'ai claqué la porte. Je rentre et je vois tout le contenu de mon armoire par terre. A priori, on n'aurait rien volé. Et d'ailleurs, la porte n'était pas forcée. Il manquerait juste le livret de famille de Julie, un caméscope qui contiendrait des images du Maroc et surtout les contrats d'assurance décès. La personne qui est rentrée chez moi a forcément la clé. Avant de partir au Maroc, j'avais fait faire un double de mes clés à Jamel. Donc là, ça a fait tilt dans ma tête. Pour moi, ça pouvait être que lui qui était rentré chez moi. Alors le lendemain, le 12 juin, 5 mois et demi après son agression au Maroc, Julie Derouet porte plainte à la gendarmerie d'Aigli, près de chez elle, pour vol et surtout tentative d'assassinat. Car maintenant, elle dit y voir clair. Jamel a voulu l'assassiner pour toucher l'argent des assurances. Au début, les gendarmes sont dubitatifs. Mais quand ils tapent le nom de Lelmi dans leur fichier... Là, ils se rendent compte que Jamel Lelmi a été marié et que sa précédente épouse est décédée et qu'elle avait elle-même contracté des assurances décès dont a bénéficié Jamel Lelmi. Jamel Lelmi est veuf depuis 3 ans, riche depuis 3 ans, après l'accident de vélo de sa femme Kathleen. Me voilà sur les lieux de cet accident, sur cette route départementale de Leudeville, dans l'Essonne, où le 30 janvier 2007, Kathleen Lelmi, née Vasseur, 26 ans, a été fauchée par une voiture. Il est 20h45, on est en hiver, et à l'époque c'est Jamel, son mari, qui était avec elle, qui raconte ce qui s'est passé. Jamel dit que ce soir-là, tous les deux sont allés dans un magasin de sport, un peu avant 20h. Kathleen et M. Lelmi décident d'aller acheter un vélo, puisque donc M. Lelmi a son vélo et que Kathleen n'a pas de vélo. C'est pratiquement l'heure de la fermeture. Donc Kathleen, elle trouve le modèle qui lui plaît. Ils décident d'aller l'essayer tout de suite, malgré l'heure tardive, le fait qu'on soit en plein hiver, donc il est 20h30, il fait nuit, il fait froid. Et ils se lancent en plus sur une petite route départementale qui n'est pas éclairée, donc plutôt très dangereuse, surtout qu'eux sont habillés en noir. Jamel explique que Kathleen roule la première et qu'il la suit. À un moment donné, la balade aurait tourné au drame. 2 véhicules vont les dépasser. Le premier manifestement tout feu éteint. Et en se rabattant, ce véhicule va renverser Kathleen Vasseur. Selon Jamel Lelmi, la voiture aurait pris la fuite. Kathleen est allongée sur la route, manifestement inconsciente, mais avec des difficultés de respiration qui laissent entendre qu'elle a été sévèrement touchée dans l'accident. Jamel est absolument paniqué. Elle risque d'être à nouveau percutée par une voiture qui arrive, donc il la met un petit peu à l'écart. Il décide, explique-t-il, de l'allonger dans le fossé à côté de la route. Un couple qui passe en voiture aperçoit un vélo sur le bas-côté. Ça les intrigue, ils font demi-tour. C'est à ce moment-là, au moment où il s'arrête presque au niveau du vélo, que surgit le limite du fossé. Jamel Lelmi hurle qu'il a besoin de secours, que sa femme a été renversée. Le temps qu'il se gare, Jamel est retourné au fond du fossé, auprès de sa femme. Jamel Lelmi est vu par ses témoins allongé sur Kathleen Vasseur, la serrant dans ses bras et ayant des mots qui étaient des mots d'amour, mon bébé me quitte pas, reste avec moi, ne meurs pas.
Juste après, d'autres automobilistes vont s'arrêter qui auraient pu être les sauveurs de Kathleen. Un pompier volontaire, une infirmière en réanimation et un policier. C'est le hasard absolu, ça aurait pu être une chance incroyable. Mais il a un comportement qui est stupéfiant. Il interdit absolument à toute personne de s'approcher de sa femme. Avec des cris, une volonté farouche que personne ne la touche. Il faudra l'intervention de 3 hommes pour arriver à le détacher du corps de Kathleen. Quand les pompiers arrivent, Kathleen est inconsciente. Elle est emmenée dans un état grave à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Les médecins sont, dès l'arrivée à l'hôpital, très pessimistes. Elle est à un stade de coma extrêmement avancé. Le pronostic vital est évidemment en jeu. L'hôpital prévient la mère de Kathleen qui habite dans le sud de la France et qui prend immédiatement la route de Paris. Quand je rentre dans la chambre, c'est impressionnant parce qu'elle est branchée de partout, qu'il y a du bruit, c'est très très dur. C'est là que la maman de Kathleen découvre que sa fille est mariée. À l'hôpital, la mère de Kathleen parle de Kathleen Vasseur et on lui répond qu'on a une Kathleen Lelmy. Dans la chambre, tout est répertorié Kathleen Lelmy. La feuille de maladie, son passeport, sa carte d'identité, enfin tous les papiers qu'elle pouvait avoir dans son sac sont au nom de Lelmy. Mariée, 6 mois seulement après sa rencontre avec Jamel. Moi, c'est très violent parce que je comprends pas pourquoi elle s'est mariée en secret. Pour moi, c'était une relation qui commençait. Donc, je vois pas pourquoi il y a eu autant de précipitation pour un mariage et pourquoi il y a eu ce mariage et pourquoi on a été tenu à l'écart. Elle n'était pas au courant. Et manifestement, on a tout fait pour ça. Les 2 témoins de leur mariage, qui étaient les 2 seules personnes présentes à ce mariage, étaient pour l'un un ami de salle de sport, qui les connaissait un peu, et pour l'autre, la compagne de ce camarade qui ne les connaissait pas du tout. Et ensuite, a priori, ils se sont retrouvés tous les 4 dans une pizzeria aux Champs-Élysées. Voilà, ça s'est soldé par un repas avec une pizza, sans alcool, sans champagne, sans bulle, sans rien du tout. Assez triste, a priori. Et d'ailleurs, voici Jamel, le mari, au pied du lit. Et je vois donc un homme penché sur elle, sur son lit. Pas de mots, pas de conversation, pas de dialogue, rien. J'arrive pas à savoir s'il est sincère, pas sincère, s'il est ému. Il pleure pas, ça c'est sûr, il pleure pas. Kathleen Vasseur, épouse Lelmy, meurt le 6 février 2007, sans jamais avoir repris connaissance. À l'époque, une enquête pour homicide involontaire et délit de fuite a été ouverte par la gendarmerie voisine des lieux de l'accident. Les gendarmes ont été troublés par un détail. Les gendarmes vont se rendre compte que Kathleen avait souscrit des contrats d'assurance décès pour des montants qui étaient des montants véritablement non négligeables, et que le décès accidentel de Kathleen allait permettre à Jamel Lelmy de percevoir des sommes conséquentes. La mort de Kathleen est susceptible de rapporter à Jamel Lelmy 2 millions d'euros. Et ça ressemble à un mobile. Et si ça n'était pas un accident, mais un assassinat? Le mari est convoqué à la gendarmerie. À ce stade de l'enquête, il devient un suspect. Jamel dit qu'il ne sait pas que Kathleen a souscrit ces contrats. Il sait encore moins l'importance de ces contrats parce qu'ils sont extrêmement importants. Il les découvre un peu par hasard en fouillant dans les papiers à leur domicile. Et, dit-il, c'est là qu'il se rend compte que sa femme a contracté ces contrats d'assurance décès. C'est par la route sud, d'accord. Les explications de M. Lelmy sont plausibles. Lui-même a souscrit des contrats d'assurance décès au bénéfice de sa femme. Et effectivement, il en a souscrit pour près d'1 million d'euros
à son bénéfice, à elle. L'ennemi explique que c'était normal et il voulait des enfants, donc il était nécessaire qu'il pense à se garantir si un des deux avait un accident. Selon lui, elle a souscrit ses contrats par réciprocité puisque lui-même l'a fait pour elle. À l'époque, les gendarmes sont tout de même intrigués par le fait que Kathleen ait souscrit des contrats d'assurance décès au bénéfice de son mari sans lui en parler. Mais le monsieur n'a pas non plus l'air d'un barbe bleue. Un homme bien sous tout rapport, éploré, décrivant, quand il parle de lui, un état de choc post-traumatique évident. Quelqu'un d'effondré, autiste, énurésique, c'est-à-dire qu'il le dit lui-même, il urine sur lui en permanence, il ne dort plus, il est lamentablement atteint. Quelqu'un qui par ailleurs est enseignant, qui a une vie parfaitement rangée, qui n'a pas de casier judiciaire, quelqu'un, pour dire les choses en un mot, qui n'a absolument aucune raison d'être suspecté. Et qui d'ailleurs dit qu'il n'est absolument pas intéressé par l'argent des assurances. Quand il apprend qu'il peut bénéficier de certaines sommes d'argent, il le refuse. C'est la réaction d'un homme qui ne veut pas avoir de profit, finalement, qui résulterait du décès. L'ennemi maintient que c'était bien un accident et d'ailleurs, il a des choses à dire aux gendarmes. Il va donner des informations. Le modèle de la voiture, la couleur de la voiture. Une Clio type 2 qui a renversé Kathleen. Cette voiture, les gendarmes ne vont pas la chercher bien longtemps. Ils la trouvent sagement garée à 1 km à peine des lieux de l'accident. Elle correspond parfaitement à la description faite par Jamel Lelmi. Le véhicule porte absolument tous les signes d'une collision. Pare-choc abîmé, capot abîmé, et puis surtout un pare-brise complètement enfoncé qui laisse penser qu'un corps effectivement est rentré en contact avec lui. L'espoir, quand on retrouve si rapidement le véhicule, c'est de pouvoir identifier le propriétaire. Les gendarmes déchantent assez vite, le véhicule est un véhicule volé, et plus étonnant encore, on n'arrivera pas à trouver dans le véhicule en question la moindre trace d'ADN exploitable. L'enquête a duré 1 an et demi. On n'a jamais retrouvé le chauffard. Les gendarmes n'ont pas non plus trouvé d'éléments pour incriminer Lelmi. L'affaire est classée sans suite. Et là, je dis, ça y est, c'est fini, quoi. C'est fini, quoi, je dis. Qui c'est qui va pouvoir m'aider? Il n'y a plus personne qui pourra aider Kathleen. Et comme au final, c'est un accident de la circulation, les compagnies d'assurance versent les primes à Jamel Lelmi. Au total, Jamel Lelmi encaisse 1 200 000 € à la suite du décès de Kathleen. Plus j'avance dans ce dossier, et plus je suis estomaqué par les similitudes entre les deux affaires qui se sont déroulées à 3 ans d'intervalle à peine. Dans les deux cas, un accident de la route. Dans les deux cas, ces fichus contrats d'assurance décès souscrits pour des montants énormes. J'ai du mal à croire à une coïncidence. Mais alors si Jamel Lelmi a tué Kathleen et tenté de tuer Julie juste pour de l'argent, c'est un monstre. Or, tout ce que j'ai pu lire sur lui, pour l'instant, montre qu'il n'a pas l'air d'un monstre, mais d'un type plutôt séduisant, sympathique. Ça ne colle pas. Jamel Lelmi a grandi à Brétigny-sur-Orge, dans l'Essonne, dans une famille immigrée d'origine algérienne. C'est un petit gars de banlieue sans problème, qui est dans une famille un petit peu austère, avec un père imam et une mère à la maison, des frères, des sœurs, mais tout le monde s'en sort. Jamel Lelmi décrit une enfance où il n'a manqué de rien, ni sur le plan matériel, ni sur le plan affectif. Jamel Lelmi apparaît avoir une position de préféré, de chouchou, notamment auprès de sa maman, mais pas uniquement. Son père dira aussi que c'est le meilleur de ses enfants. Il fait des études, intègre l'éducation nationale et devient professeur de génie industriel en lycée professionnel. Jamel Lelmi, on le décrit comme un garçon intelligent. La plupart des gens ont un QI entre
90 et 110 quand on chiffre. Il est au-dessus de 110, donc un bon niveau, supérieur à la moyenne, de type fort, mais qui n'est pas un niveau exceptionnel ni supérieur. À l'adolescence, Jamel se découvre beau gosse et il en use. Jamel Lelmi est quelqu'un qui est dans la séduction, qui se met en avant et qui sait sans doute qu'il a des attributs qui ne laissent pas insensible la jante féminine. Très musclé, grand, une allure physique d'une certaine prestance. Alors c'est un garçon qui fréquente depuis plusieurs années les salles de sport, qui aime son corps, qui aime le développer, le travailler. C'est un garçon qui participe aussi à des sports de combat. Il pratique notamment le MMA, un sport de combat violent qui mélange plusieurs arts martiaux et dont les compétitions sont interdites en France. Bref, tout va bien dans la vie de Jamel Lelmi, jusqu'à la mort de sa femme Kathleen. Après, il dit avoir plongé dans la dépression, il est souvent en arrêt maladie et finalement, il arrête d'enseigner. Avec l'argent des assurances, il va créer une entreprise. Il va investir 200 000 € dans un parc pour enfants à Aigli. Il y a des structures gonflables, il y a des piscines à balles. Jamel Lelmi a toujours été heureux au milieu des enfants. Et puis c'est aussi peut-être pour un jeune homme comme lui le prolongement de la vie de couple qu'il espérait. Il a voulu rendre hommage à Kathleen en investissant dans une telle activité. Le parc s'appelle Coco Island. Il ouvre en août 2009, 1 an et demi après la mort de Kathleen. J'ai retrouvé ces images filmées par une télévision locale. Donc c'est de 4 à 12 ans. On peut se retrouver aussi avec les parents qui accompagnent leurs enfants quand c'est un peu plus calme, on va dire. Et c'est ici, à Coco Island, que Jamel va rencontrer Julie Derouette, qui sera agressée au Maroc 2 mois plus tard et l'accusera de tentative d'assassinat. Voici ce que raconte Julie Derouette sur sa rencontre avec Jamel en octobre 2009. Le parc vient d'ouvrir, elle décide d'y emmener ses 2 filles, accompagnées d'un voisin. Vient l'heure du biberon de la petite. Je sens quelqu'un qui me tire le bras très délicatement vers l'arrière. Donc là, je me retourne un petit peu brusque en lui disant « Vous êtes qui ?» Il me dit « Bonjour, je m'appelle Jamel, je suis le patron de Coco Island. Donnez, je vais vous faire chauffer le biberon. » Le voisin de Julie, qui est avec elle ce jour-là, dira il la quittait pas des yeux. Visiblement, elle lui plaisait. Julie raconte que Jamel aurait passé l'après-midi à la draguer. Il glisse dans ma main un post-it avec son numéro, en me disant voilà, si tu m'appelles, la prochaine fois que tu viendras, ce sera gratuit pour toi, comme ça, tu pourras revenir et on pourra se revoir. On a notre premier baiser quasiment 1 mois après la rencontre à Coco Island. Et il tombe bien, ce Jamel, dans la vie de cette mère célibataire sans emploi. Elle a été très jeune maman, parce qu'elle a cru en l'amour avec le père de ses filles, mais finalement, lorsqu'elle est enceinte de sa 2e fille, le père dit « Je suis pas sûre que ce soit de moi, au revoir, non, ça m'intéresse pas ». Quand elle accouche, sa petite fille lui est tout de suite retirée pour subir une opération extrêmement lourde du cœur. C'est des choses qui font d'elle une jeune femme extrêmement fragilisée. Jamel n'est pas du tout mon type d'homme, mais ce qui fait que je tombe amoureuse au fur et à mesure de lui, c'est son comportement. Il n'y a pas plus gentil que lui, il n'y a pas plus souriant. Pour moi, Jamel était l'homme idéal, le papa idéal. Il va la gâter, il va lui faire des cadeaux. C'est le conte de fées pour elle. Pourquoi moi ? Comment ça se fait que moi, j'ai un aussi beau destin ? Elle aurait dû se méfier, Julie, car Jamel ne lui présente ni ses amis, ni sa famille. Leur relation doit rester secrète. Le problème pour Jamel, c'est que je ne suis pas musulmane, que je suis catholique, qu'aux yeux de sa famille, il faudrait que je sois convertie. Donc la relation avec Jamel doit rester secrète jusqu'au mariage. Et Julie raconte qu'1 mois après le premier baiser, Jamel l'aurait demandé en mariage. Et c'est à ce moment-là que Julie Derouette aurait appris que Jamel était veuf.
Et j'explique à Jamel, j'ai failli faire un accident avec la petite dans la voiture, etc., que je suis pas bien du tout, donc je pleure. Et de là, il me demande de lui promettre de ne jamais faire de vélo. Donc là, je le regarde et je lui dis pourquoi il est où le rapport? Il suffoque un peu comme un bébé et il me dit en fait j'ai perdu ma femme, on a fait du vélo, elle s'est fait percuter, elle est décédée dans mes bras. Et alors quand il me dit ça, j'ai pas de mots, j'arrive même pas à répondre. Et de là, il me demande si je veux être sa femme. Et pour qu'elle devienne sa femme, il doit d'abord l'emmener en Algérie, à Tipaza, pour la présenter à ses grands-parents et obtenir leur bénédiction. Par contre, pour aller en Algérie, il lui explique une chose un peu curieuse, c'est que il faut d'abord qu'elle souscrive des contrats d'assurance décès. Voilà, parce qu'ils seraient nécessaires à l'obtention d'un visa pour aller dans ce pays. À ne pas confondre avec une assurance vie. Dans l'assurance décès, on cotise tous les mois, et si on meurt, la personne qu'on a choisie reçoit un capital prévu d'avance, même si on n'a cotisé qu'un mois ou deux. Julie devait être très amoureuse pour gober pareil embrouille. Mais elle veut le faire. D'abord sur Internet, en quelques clics, c'est facile. N'importe qui peut souscrire. Pas besoin de justifier de ses revenus. Elle se rend aussi dans des agences près de chez elle. En 4 jours, Julie souscrit 4 contrats d'assurance décès au bénéfice de l'ELMI, qui touchera 5 millions si elle meurt, 7 millions si elle meurt des suites d'un accident. Non seulement je signe aveuglément, mais je lis même pas ce que je signe en fait. À ce moment-là, elle n'a pas la moindre idée de ce que, si elle meurt, il est riche. Évidemment, il n'y aura pas de visa pour Julie. Mais l'ELMI lui aurait proposé un plan B. Jamel l'ELMI va expliquer que du coup, pour aller en Algérie, ils vont passer par le Maroc et que à la frontière entre les deux pays, il a un cousin qui travaille et qui les fera passer en douce d'un pays à l'autre. Une histoire assez abracadabrantesque. Et voilà comment, 2 mois à peine après sa rencontre avec Jamel, Julie Derouet s'envole pour Marrakech, sans se douter le moins du monde de ce qui va lui arriver. Il est temps que je la rencontre, cette Julie si naïve. À 10 jours du procès, elle m'a donné rendez-vous chez elle, à Aigli, dans l'Essonne, là où elle vit avec ses 2 petites filles. Comment ça va, physiquement? Physiquement, ce qui ne se voit pas, mais intérieurement, c'est pas ça. Parce que donc vous avez eu des fractures des cervicales? Ouais, 2. 2. Il est resté une blessure quoi, musculaire? Osseuse et névralgique. Névralgique. Au niveau des nerfs, ouais. Donc aujourd'hui, par exemple, je vous sens un peu raide du cou. Alors là, si vous me permettez, est-ce que vous seriez d'accord pour changer de place? Parce qu'en fait, je peux pas tourner ma tête à droite. Et en fait, quand je vous regarde, il faut que je fasse un effort pour vous regarder. Parce que je peux pas tourner ma tête comme il faut. À gauche, oui, il n'y a pas de souci, mais à droite, je peux pas. D'accord. Donc si ça vous dérange pas, Ok. excusez-moi. Hein. Pas de problème. C'est plus facile pour moi. Il vous arrive encore d'avoir mal, physiquement? Ah oui, je vis avec des douleurs H24. J'ai été sous morphine pendant très longtemps, pendant des années. Et au jour d'aujourd'hui, mon corps ne veut plus rien. Ça ne marche plus. Donc il faut faire avec la douleur. Voilà. C'est juste pas vivable, puisque personne ne peut s'approcher de mon cou. Personne. Mes enfants, quand ils s'approchent, elles ont envie de me prendre dans les bras, de me faire un câlin. Les câlins sont très difficiles. Vous êtes devenu un peu comme un hérisson. C'est ça. Et c'est là qu'elle me montre l'album photo de ses vacances tragiques. Alors ça, cette photo, elle a été faite à l'hôpital d'Arpajon avant ma réopération. On voit que je fais ça, et en fait, pour moi, de faire ça, c'est pas le V de la victoire, c'est le V de je suis en vie. Drôle d'album de vacances, hein? Je me dis, voilà, si j'avais pas été aussi naïve. Julie a donc porté plainte. Elle accuse Jamel d'avoir tenté de la tuer. Les gendarmes ne vont pas l'interpeller tout de suite. Ils préfèrent le surveiller de loin.
Et ils s'aperçoivent que depuis la mort de Kathleen, il y a 3 ans, il a radicalement changé de vie. Il a touché 1,2 million des assurances, il est riche, alors il flambe. Il utilise son argent dans des acquisitions immobilières, l'achat d'une belle voiture, l'achat d'un jet ski, des voyages. Grosse montre, belles chaussures, vous voyez, des petits détails. Il venait au lycée avec une voiture magnifique. Certains témoignent l'avoir vu un jour arriver avec un chèque de 500 000 euros entre les mains en leur disant « Regarde, j'ai 500 000 euros ». Donc il y avait chez Jamel Lelmi un besoin de paraître, un besoin d'étalage, un besoin d'impressionner. Depuis la mort de sa femme Kathleen, Jamel a refait sa vie. Il s'est pacsé et marié dans la religion musulmane avec une jeune femme qu'il connaît depuis l'adolescence. Cette femme s'appelle Céline, elle a 34 ans, elle est cadre commercial, elle a une vie très organisée, extrêmement stable. Et c'est auprès d'elle d'ailleurs qu'il a trouvé du réconfort après le choc dû au deuil de Kathleen. Et les gendarmes découvrent aussi qu'il n'y a pas que Céline. Lelmi a une vie sexuelle débridée. L'enquête va mettre en évidence que, à partir de 2008, il commence à fréquenter un club libertin à Paris, quartier de Pigalle, et qu'il multiplie les conquêtes, les aventures avec des femmes. C'est plus qu'une double vie parce que il n'a pas Céline et une autre femme. Il a Céline et 2, voire 3, voire 4 autres femmes. On est très éloigné de l'image de l'homme souffrant de manière désespérée du décès de sa femme. Après 1 mois et demi d'écoute et d'enquête, plus de 7 mois après l'agression de Marrakech, Jamel est interpellé et placé en garde à vue. Face aux gendarmes, Jamel reconnaît d'emblée qu'il trompe Céline, qu'il est même libertin. Mais pour ce qui est des accusations de Julie Derouet, il est formel, elle délire. Jamel Lelmi va raconter, lui, une toute autre histoire que celle de Julie Derouet aux enquêteurs. Il va dire qu'effectivement, il a bien rencontré cette femme dans son parc pour enfants, mais que c'est pas du tout lui qui a tenté de la séduire, c'est plutôt le contraire, que pour lui, c'était une histoire parmi d'autres, qu'il a jamais eu l'intention de devenir le père de ses enfants, comme elle a pu le dire, et que, même dire très trivialement, une fois que j'avais couché avec elle, j'étais plus intéressé, c'était terminé pour moi. Et il a été très clair, toujours. Je ne veux pas avoir de relation amoureuse avec elle. Je le lui dis, elle le sait, et elle s'accroche. Et elle va le harceler. Nous avons la preuve dans ce dossier d'un harcèlement téléphonique, d'un harcèlement de SMS, plus ou moins à caractère sexuel d'ailleurs, tout à fait étonnant. Dans le téléphone de Lelmi, les gendarmes découvrent 976 SMS envoyés par Julie Derouet en 2 mois, de leur rencontre à Coco Island jusqu'à son départ pour le Maroc. « 976 SMS en 2 mois. En garde à vue, Jamel Lelmi dit que c'est la preuve que cette fille est cinglée. Il dit que c'est une érotomane, qu'elle l'a poursuivie de ses avances, qu'elle le harcelait, pour lui c'est une folle. Elle est totalement mythomane. Elle est mythomane, elle est menteuse et elle est manipulatrice. Très certainement érotomane aussi. Julie Derouet serait une malade mentale qui aurait focalisé tous ses délires sur Jamel. Et d'ailleurs, à titre de preuve, Jamel a conservé 3 lettres qu'elle lui aurait envoyées avant son départ pour le Maroc. Depuis 2 mois qu'on se connaît, mes sentiments ne cessent de grandir et ne sont pas réciproques de ton côté. Je ne supporte plus que tu sois indifférent à moi.
Je suis amoureuse de toi. Pourquoi tu me rejettes ? Tu ne m'aimes pas, mais je vais te prouver que je suis celle qu'il te faut. Les lettres de Julie Derouet démontrent qu'elle se raconte une histoire et qu'elle raconte à tout le monde une histoire. Elle dit elle-même qu'elle est rejetée par Jamel, que Jamel ne veut pas d'elle. Donc, il n'y a aucun fondement à son histoire de prince charmant. Ce qui voudrait dire que Julie a menti, qu'elle a tout inventé. C'est à ce moment-là que Jamel Lelmi raconte aux gendarmes sa version du voyage au Maroc. Il tombe des nues concernant l'histoire de Marrakech, puisque lui, il est parti là-bas, mais avec sa compagne, Céline, et qu'il n'a jamais été question de se rendre au Maroc avec Julie Derouet. Il était bien à Marrakech ce week-end-là, mais avec Céline. De Julie, il n'était pas question. Il va dire « j'ai un alibi ». J'ai un alibi. Un alibi avec un grand A, c'est Céline, son alibi avec un grand A. Voilà. La journée de l'agression, c'est vraiment pas beau. Beaucoup de pluie sur Marrakech et quand c'est comme ça, malheureusement, c'est assez triste. Donc Jamel et moi, on part à Casablanca en début d'après-midi. L'idée, c'était d'aller voir un hôtel qui était le Mazagan et pour lequel il y avait une très grande campagne publicitaire qui était faite. On va arriver en début de soirée sur Casablanca et lorsqu'on demande où se situe l'hôtel, on nous répond qu'il est encore à 1 heure de route. Donc on décide de ne pas aller plus loin et on reste sur Casablanca. On va se promener, faire des emplettes, faire des achats. Pour moi, on est rentré aux alentours de 3 heures du matin, quelque chose comme ça, 3-4 heures du matin, pas avant. Autrement dit, au moment où Julie dit avoir été agressée à Marrakech, Jamel et Céline étaient loin, à Casablanca, à plus de 200 km. Et ils auraient des preuves. En preuve concernant Casablanca, il y a un ticket de restaurant et il y a des retraits bancaires surtout. On a tiré de l'argent au distributeur pour pouvoir faire le chemin de retour et notamment mettre de l'essence. Et à aucun moment, j'ai été séparé de Jamel. Ce jour-là, décidément, Julie Derouet n'était absolument pas au programme. L'explication de Jamel Lelmi, c'est « j'ai dû dire devant elle que j'allais au Maroc. Comme cette fille est folle, qu'elle me harcèle, elle est venue au Maroc pour essayer de me conquérir. » C'est-à-dire que ce pauvre garçon, il part de l'autre côté de la Méditerranée, elle continue à le suivre, elle continue à le harceler alors qu'il est tranquillement en train de passer quelques jours avec Céline Nivette. Et là encore, les lettres suggèrent que Julie Derouet le harcelait. Je t'ai menti. Je t'ai fait parler pour savoir où tu partais et je compte te rejoindre. J'espère bien te trouver. J'ai ta photo, ton nom, la ville où tu es. Et s'il le faut, j'engagerai un détective pour te trouver et te dire que je t'aime. Si je ne te rends pas dingue de moi dans un pays à l'autre bout d'ici, alors je cesserai de te harceler. Voilà mon amour. J'espère que le Père Noël existe au bled et que tu feras partie de mes cadeaux sous le sapin, le 24 décembre 2009. Julie Derouet, harceleuse, mythomane, érotomane. Pourquoi pas? Mais alors pourquoi avoir signé ces assurances décès? Jamel Lelmi, sa position, elle est très claire, c'est de dire qu'il n'était pas du tout au courant qu'elle avait souscrit tous ces contrats et qu'il ne comprend pas pourquoi elle les a pris. Voilà, il nie intégralement les faits. Jamel Lelmi n'a qu'une explication. Dans son délire obsessionnel, Julie aurait voulu imiter sa première femme Kathleen et donc souscrit, comme elle, des assurances décès. Ça va être un de ses arguments de dire « mais cette fille est folle, moi je lui ai dit que Kathleen, par preuve d'amour, avait pris un contrat d'assurance décès pour moi. Alors elle a dû penser aussi qu'elle avait besoin de faire une preuve d'amour. » Parce qu'elle sait, Julie Derouet, que Jamel a bénéficié de contrats d'assurance décès et elle veut faire la même chose parce qu'elle veut à tout prix que Jamel pense qu'elle est la femme de sa vie. Elle veut faire comme Kathleen en mieux. À ce moment-là, la juge d'instruction a un doute. Elle se demande si Julie Derouet serait hystérique au point d'avoir tout inventé.
Elle prend alors une décision rare dans une enquête. Elle ordonne l'expertise de la plaignante, de Julie. On va faire une expertise psychiatrique et une expertise psychologique pour savoir si on est face à une jeune femme qui a des troubles de la personnalité, qui a des troubles psychiatriques, qui lui feraient faire et dire des choses qui sont totalement délirantes. Chez Madame Derouet, je n'ai pas retrouvé les éléments du délire érotomaniaque. Alors, elle a eu un discours tout à fait cohérent, elle a un bon ancrage dans la réalité, elle n'a pas le profil d'une personne qui a une tendance pathologique à la mythomanie, mais je ne peux pas affirmer qu'elle n'est dans l'incapacité de mentir. Ça peut arriver, comme chez tout individu. Donc Julie n'est pas folle. Mais c'est bien elle qui a écrit ces lettres qui la font passer pour une folle. Je retourne la voir. Vous savez que devant la cour d'assises, vous aurez un point faible, ce sont ces lettres qui sont au dossier que vous avez écrites à Jamel, et notamment ce passage de l'une des lettres qui dit « Je sais que tu ne m'aimes pas, mais je ferai tout ce que je peux pour te prouver que je suis celle qu'il te faut. » C'est ça? Oui, tout à fait. Vous les avez écrites, ces lettres? En fait, toutes ces lettres-là, la plupart, elles ont été dictées, donc de sa bouche. Dictées par lui? Dictées par Jamel. Donc la plupart, il était à côté de moi, il me disait, voilà, il faut que tu écrives ça, il faut que tu dises ça. Donc au début, j'étais un petit peu contre. Je dis, mais pourquoi tu me fais écrire des lettres avec des choses où je dois écrire que je sais que tu m'aimeras jamais? C'est complètement débile. Tu me dis à longueur de temps que tu m'aimes. Je comprends pas. Et puis bon, pour lui, voilà, il fallait que sa famille tombe sur ces fameuses lettres-là, qu'il voit à quel point je l'aimais, donc que j'étais prête à tout pour lui. Donc il me demande de les écrire pour que sa mère les reçoive. Donc il fallait que je les poste à certaines dates précises, à un certain moment précis, pour que ça soit sa maman qui ouvre les lettres et pas lui. Parce que c'est tout l'enjeu de ce procès pour vous, c'est montrer que vous n'êtes ni folle, ni mythomane. C'est ça. Disons que les gens qui me connaissent le savent très bien. J'ai servi de mes faiblesses pour pouvoir me piéger. Plus je m'enfonce dans ce dossier, moins j'y vois clair. Bien sûr, il y a énormément d'éléments à charge contre Jamel, mais je n'arrive pas à croire à cette histoire de lettres. La Julie Derouet que j'ai rencontrée déjà à 2 reprises est peut-être une extravertie, sans doute assez naïve, mais de là à écrire ces lettres insensées sous la dictée de Jamel, c'est invraisemblable. Imaginons que ce se soit passé comme ça, qu'il lui ait dicté les lettres pour s'en servir plus tard au cas où il serait soupçonné. Alors ce type est machiavélique. Et s'il a tenté de tuer Julie, il est aisé de croire qu'il a pu tuer sa femme Kathleen. Parallèlement à leurs investigations sur les événements de Marrakech, les gendarmes rouvrent l'enquête sur l'accident de vélo qui a entraîné 3 ans plus tôt la mort de Kathleen. Et ils s'aperçoivent d'emblée que, comme Julie, Kathleen était une jeune femme, fragile. Très tôt, malheureusement, son papa a quitté le domicile conjugal, et donc elle avait 3 ans. Ça a été le drame de Kathleen. Elle a souffert énormément de cette absence. Elle se dévalorisait beaucoup, 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 beaucoup. Elle n'admettait pas qu'elle était belle, elle n'admettait pas qu'elle était intelligente, elle n'admettait rien. C'était son côté un peu noir. Jamel Lelmi aurait-il choisi Kathleen pour ça, pour ses faiblesses, en pensant qu'il serait plus facile de lui faire gober le coût des assurances décès? Les gendarmes reprennent toute l'enquête à zéro, à commencer par les circonstances de l'accident. La nouvelle hypothèse de travail des gendarmes, c'est que ce qui s'est passé ce soir-là, c'était pas un accident, c'était un assassinat. Il y a 3 ans, en 2007, voilà ce que Jamel Lelmi avait raconté aux gendarmes. Le soir du 30 janvier, il roulait à vélo avec sa femme Kathleen. Ils auraient été dépassés par une voiture qui, en se rabattant, aurait percuté Kathleen. « 3 ans plus tard,
il est urgent d'évaluer la vitesse à laquelle roulait cette voiture au moment du choc. On n'a hélas ni vélo ni voiture puisque l'accident a fait l'objet d'un classement sans suite. Donc logiquement, les éléments ont été détruits. L'expert va travailler sur dossier. Et il va nous établir une fourchette de vitesse qui est comprise entre 38 et 58 km/h. Ce qui peut intriguer de prime abord puisque c'est bien en deçà de la vitesse autorisée sur cette départementale. Donc cette voiture, elle roule pas vite. Et du coup, on peut se dire, est-ce que justement, si elle roulait pas vite, c'était pour mieux viser le vélo? L'Ölmi aurait-il organisé cet accident? À l'époque, grâce à son témoignage, les gendarmes avaient très vite retrouvé la voiture. Trop vite, peut-être. On retrouve la voiture qui a provoqué l'accident à peine 1 kilomètre des faits. Pour eux, c'est pas logique. Quand on renverse quelqu'un au volant d'un véhicule volé, le réflexe naturel, c'est de prendre la fuite, loin, et d'abandonner le véhicule à un endroit où justement on ne pourra pas faire de lien. Ça donne un petit peu cette impression que ce véhicule a été laissé là exprès pour qu'on fasse très vite le rapprochement. Ce qui suggère que l'Ölmi aurait cherché à orienter l'enquête. La garde à vue de l'Ölmi se poursuit. Les gendarmes lui parlent de cet accident de 2007. A-t-il quelque chose à dire sur ces nouveaux éléments? Et là, ils ne vont pas avoir de réponse puisque Jamel L'Ölmi leur dit j'étais en état de choc, je ne me souviens plus de rien. La juge d'instruction décide alors d'organiser une reconstitution sur les lieux mêmes de l'accident. La juge a réuni les témoins, c'est-à-dire les automobilistes qui se sont arrêtés ce soir-là, les avocats de la famille de Kathleen, les avocats de l'Ölmi et l'Ölmi lui-même, bien sûr. Mais l'Ölmi refusera de sortir du fourgon. Il sortira une fois, se mettra à genoux par terre, fera une prière et pleurera, criera, prononcera le nom de Kathleen et refusera catégoriquement de participer à la reconstitution. Je crois que c'était beaucoup trop violent pour lui, d'abord d'être considéré a priori par tout le monde comme un coupable, et puis d'être remis en situation de mort de sa femme. Il n'a pas supporté, il est resté en larmes dans le camion pendant toute la reconstitution. Comme l'Ölmi ne veut pas coopérer, les enquêteurs vont faire appel à 2 comédiens pour jouer son rôle et celui de Kathleen. La juge demande aux comédiens de reproduire la scène telle que Jamel l'a racontée en 2007. Au vu de la reconstitution, il est clair qu'après l'accident, l'Ölmi n'a pas vraiment cherché du secours. La route sur laquelle il se trouve est une route non éclairée, déserte, en pleine campagne. Du fait de la nuit, l'arrivée d'une voiture se voit de loin à cause des phares. Et ensuite, on l'entend de loin. Donc on se rend compte que on peut arrêter des véhicules, on peut sortir du fossé, on peut se montrer pour qu'un véhicule vous voit. Or, les premiers à s'arrêter ne l'ont pas fait parce qu'ils ont vu Jamel, mais seulement un vélo dépassé sur le bord de la route. Ces 2 témoins vont faire demi-tour, plus de 300 mètres plus loin, revenir sur les lieux. Et c'est au moment où ils vont ralentir et quasiment s'arrêter au niveau du fossé où se trouve M. L'Ölmi qu'ils vont voir M. L'Ölmi surgir du fossé. Donc il n'est pas sorti lors du premier passage. Ça, c'est un point capital. L'Ölmi avait entendu et vu venir la voiture. S'il n'est pas sorti, c'est qu'il espérait qu'elle allait continuer la route. Il a quitté le fossé quand il était certain qu'elle s'arrêtait. Donc, qu'il allait être découvert. Au fond du fossé, cherchait-il à se cacher? La juge d'instruction va alors demander à tous les témoins de se souvenir très précisément de ce qu'ils ont vu dans le fossé pour le faire rejouer par les 2 comédiens. Les témoins indiquent tous que Jamel L'Ölmi avait allongé sa femme sur le ventre dans le fossé, qu'il s'était allongé sur elle alors que leur corpulence était très différente. Au point que les témoins ont mis du temps pour découvrir qu'il y avait une 2e personne sous l'Ölmi. Il enserrait sa femme complètement. Il avait les bras sous son corps et il la pressait énergiquement. On avait l'impression qu'il était cramponné au sol et qu'il mettait toute sa force et tout son poids sur l'autre victime.
Il refusait totalement de s'enlever du corps de sa femme. Il criait « Laissez-moi !» Son attitude était décalée. Le fait qu'il empêche qui que ce soit de porter secours m'a semblé bizarre. Je me suis dit que ce n'était pas une réaction normale. Il s'est montré agressif vis-à-vis de moi. Il a même donné un coup de poing à mon mari. Tout dans le comportement de Jamel Lelmi à ce moment-là est le comportement d'un homme qui ne veut pas que les secours puissent intervenir. Si Jamel est couché sur le corps de Kathleen, c'est parce qu'il ne supporte pas l'idée qu'elle puisse mourir. Il a peur de croiser le regard de la mort. Les avocats de Jamel sont furieux. Ils accusent la juge d'orienter les réponses des témoins. La façon dont les enquêteurs réinterrogent les témoins est absolument scandaleuse, car on leur dit « Nous savons que Jamel a tenté au Maroc de tuer une de ses maîtresses. Que pensez-vous à la lumière de cela, de ce qui s'est passé en 2007 ?» On ne peut être que très choqué par ces méthodes d'interrogatoire et on se dit qu'il est facile de fabriquer un coupable. La reconstitution touche à sa fin. Reste à tenter de déterminer ce qui a causé la mort de Kathleen. En 2007, à l'arrivée des pompiers, le cœur de Kathleen avait cessé de battre depuis plusieurs minutes. Ils avaient réussi à le faire repartir, mais elle était morte une semaine plus tard des suites de cet arrêt cardiaque prolongé. À l'époque, les médecins avaient conclu que c'est le choc avec la voiture qui avait provoqué l'arrêt cardiaque. Mais si c'était plutôt Jamel avec ses gros bras? 2 experts médicaux ont été désignés pour assister à la reconstitution. Ils vont observer attentivement les comédiens. Les experts voyant celui représentant Jamel Lelmi allongé sur le corps de Kathleen et l'enserrant dans ses bras ont émis l'hypothèse tout simplement que Jamel Lelmi avait étouffé Kathleen Vasseur en la compressant sous lui. Compte tenu du poids de M. Lelmi et du poids de Mme Kathleen Vasseur, effectivement, cet étouffement peut s'expliquer. Lelmi pèse une centaine de kilos. C'est un homme qui fait 2-3 heures de musculation par jour. Elle devait peser une soixantaine de kilos. Si vous comprimez le corps très fort d'une personne, vous l'empêchez de respirer. Et au bout d'un certain temps, le cœur va s'arrêter. L'arrêt cardiaque peut survenir en 3 ou 4 minutes. Combien de temps Lelmi est-il resté couché sur le corps de Kathleen? La reconstitution permet de l'établir au moins 10 minutes. Lorsque vous avez un homme de 100 kilos qui a des bras d'une musculation exceptionnelle et qui vous enserre, ça doit aller relativement vite. Au final, les experts ne sont plus sûrs de rien. Ils retiennent l'étouffement comme une hypothèse, mais une hypothèse seulement. Sauf que dans le dossier de Jamel Lelmi, professeur en lycée professionnel, la juge d'instruction va trouver la trace d'un événement qui ne joue pas vraiment en sa faveur. C'était 1 an et demi après la mort de Kathleen, au lycée de Brétigny-sur-Orge où il venait d'être nommé. Il se serait passé en plein cours quelque chose d'assez compromettant. J'ai un courrier d'une maman qui me dit « Monsieur Lelmi, en classe, a simulé un étouffement, un petit peu le jeu du foulard, hein, sans foulard, avec le bras musclé du professeur autour du cou d'un élève, et l'élève est tombé par terre. » À l'époque, il n'y avait pas eu de sanction. Mais à partir de là, Jamel avait enchaîné les arrêts maladie et n'était jamais revenu en classe. Intriguée, la juge d'instruction veut vérifier si cet événement a bien eu lieu. Je demande aux enquêteurs d'entendre les élèves, parce que ça pourrait être complètement farfelu, puisque ça se passe dans le cadre d'un dossier administratif et pas du tout dans une enquête. On se rend compte que des années après, 2 élèves se souviennent très bien de cette scène. Un jour, pendant le cours, certains lui ont dit que ses muscles ne servaient à rien. Ils l'ont titillé. C'est dans ce contexte qu'il a dit « Je parie que je peux te faire évanouir en moins de 10 secondes ».
et l'élève s'est levé. Il s'est mis dos à Jamel. Il lui a passé le bras droit autour du cou et lui a maintenu la tête vers l'avant avec l'autre main. Pendant ce temps, toute la classe comptait à haute voix. Je crois que nous sommes arrivés à 8 et nous avons arrêté de compter. Car l'élève, il s'est effondré par terre. Il était toujours conscient, mais un peu dans les vapes. Je ne sais pas si c'est à cause de l'étranglement, mais l'élève a passé le reste du cours à dormir sur sa table. Ce qui démontre une capacité de Monsieur Lelmy à pouvoir faire perdre connaissance à une personne en très peu de temps avec un geste qu'il maîtrise d'étranglement. Si on ajoute à cela que Lelmy pratique des sports de combat violents, ça n'arrange pas ses affaires, aux grandes dames de ses avocats. Quand un assassin décide de commettre son forfait, qu'il le prépare, qu'il l'organise, sa préoccupation, c'est de ne laisser aucune trace. Si vous étouffez un individu, vous prenez le risque de faire apparaître sur son corps des traces qui sont très caractéristiques de l'étouffement. On ne peut pas envisager qu'un criminel choisisse ce mode opératoire pour tuer celui qu'il aurait voulu assassiner. Impossible. Le problème, c'est qu'à tout cela s'ajoutent les fameux contrats d'assurance décès, dont le montant, dans les deux affaires, reste astronomique. Quand Kathleen décède, il touche 1 200 000 euros. Si Julie était morte, il aurait pu prétendre toucher entre 5 et 7 millions d'euros. Pour les enquêteurs, c'est clair, le mobile, c'est l'argent. Mais ça n'est pas si simple. Lelmy révèle que quand il rencontre Julie Derouette en octobre 2009, il est en procès. Jamel Lelmy va devoir intenter un procès à une des compagnies d'assurance suite au contrat souscrit par Kathleen Vasseur, parce que cette compagnie refuse de payer. Argument avancé par cette compagnie, quand elle a rempli le contrat, Kathleen avait inscrit son métier, conseillère à l'emploi. Or, elle était en arrêt maladie. L'assurance a sauté sur l'occasion, l'accusant d'avoir menti pour finalement ne pas payer. Donc Jamel sait que les compagnies d'assurance, c'est pas simple. Il sait que les compagnies d'assurance se défendent. Et malgré cela, il aurait recommencé immédiatement à essayer de monter un coup d'assurance sur Julie Derouette. C'est absolument invraisemblable. D'autant que les contrats souscrits par Julie sont truffés de mensonges. Elle va mentir sur différents points et non des moindres. D'abord, elle va mentir sur sa profession. On sait qu'elle est sans profession. Elle va dire pour certaines compagnies qu'elle est VRP, d'autres qu'elle est agent commercial, pour d'autres qu'elle monte une société au Brésil. Elle présente Jamel Lelmy comme son concubin. Elle dit qu'elle vit en concubinage, ce qui est totalement faux puisqu'elle vit seule. Et il est évident que si il lui était arrivé quelque chose, ces assureurs se seraient emparés de ces fausses déclarations pour ne pas payer les capitaux d'essai. Tout le monde s'accorde à dire qu'il est très intelligent, qu'il prévoit les choses et qu'il anticipe. Alors comment n'aurait-il pas anticipé ? Il ne va pas refaire la même bêtise, c'est inimaginable. Si vraiment Jamel Lelmy est derrière Julie Derouette, il n'y aurait eu aucune fausse déclaration. Croyez-moi qu'un assassin aurait veillé à ce que les souscriptions de Julie Derouette soient parfaites et ne prêtent pas à discussion ultérieurement. Pour moi, il n'y a pas de mobile. Julie dira que si elle a menti aux compagnies d'assurance, c'est parce que Jamel le lui a demandé, comme ces fameuses lettres qu'il lui aurait dictées. Il serait décidément bien persuasif, ce Jamel. Et Julie bien soumise. Pour tenter de démêler le vrai du faux, la juge d'instruction s'envole avec 2 gendarmes pour Marrakech. Ils vont y passer 15 jours aux côtés de la police marocaine. La juge commence par se rendre à l'hôtel où était descendue Julie. Quand Julie arrive à Marrakech, Jamel Lelmy n'est pas là. Elle va l'attendre toute la journée quasiment.
Elle dit qu'elle tente de le joindre. Elle est dans un pays inconnu, il est censé l'accueillir, s'occuper d'elle, il n'est pas là, il y a de quoi être furieux. Et on peut la comprendre. Problème, on ne trouve pas de traces de ses appels. Ce qui affaiblit la version de Julie. Et ça n'est pas tout. Elle a aussi raconté que Jamel était finalement venu la chercher à l'hôtel en fin de soirée. Dans ses premières déclarations, elle a toujours dit qu'elle avait quitté l'hôtel vers 23 h. Le problème, c'est qu'il y a une facture, un check-out, qui montre que sa chambre d'hôtel, elle a été payée aux alentours de... il était 4 h du matin passé. Ce qui tend à prouver qu'elle aurait quitté l'hôtel non pas à 23 h, mais bien à 4h40 du matin. Et là, ça colle plus du tout. Plus du tout, en effet. Reste à vérifier l'alibi de Jamel, confirmé par sa compagne Céline. Ils disent qu'il n'était pas à Marrakech ce jour-là, mais à Casablanca, à 200 km. Les enquêteurs veulent savoir si quelqu'un a vu Jamel et Julie ensemble à l'hôtel ce soir-là. Ils vont entendre les réceptionnistes. Et les réceptionnistes vont reconnaître Julie. Mais pas seulement. Ces réceptionnistes vont reconnaître formellement Jamel Lelmi. Elle était accompagnée d'un homme qui avait une petite barbichette, un costaud. Il avait une chemise avec des motifs et un collier. Il était grand, sans cheveux. Ils sont passés devant la réception, c'est là que je les ai vus. 10 minutes plus tard, ils sont partis ensemble. Nous vous présentons la photographie d'un individu. Pouvez-vous nous dire s'il s'agit de celui qui était à la réception ? Oui, je suis sûr qu'il s'agit de cet individu. Il a un visage et un corps qu'on ne peut pas manquer de reconnaître. De toute façon, c'est ce qu'il aime. Il aime ne pas passer inaperçu. La contrepartie de ça, c'est que cette nuit-là, il n'est pas passé inaperçu. Donc si on croit les 3 réceptionnistes, Jamel a menti. Et Céline avec lui, qui jure ses grands dieux qu'elle était avec lui à Casablanca. Céline couvrirait-elle son homme ? Il y a un moment où on ne peut pas éluder la question de sa complicité. L'enquête va s'intéresser de près à Céline, qui connaît Jamel depuis tout petit, et entretient avec lui une drôle de relation. Ils se sont pacsés une première fois en 2004, puis le pax a été rompu 2 ans plus tard, quand Jamel a rencontré Kathleen et a voulu se marier. Et à la mort de Kathleen, c'est Céline qui vient le récupérer. C'est elle qui va s'occuper de lui à la sortie de l'hôpital et voilà, qui expliquera à quel point il était mal. C'est une espèce de référence permanente sur le plan sentimental, mais je dirais sentimental fort, même au niveau de l'amitié. Quand ça ne va pas, il se retourne vers elle. Et 2 ans après le décès de Kathleen, voilà que Jamel et Céline se pacsent à nouveau, puis se marient dans la religion musulmane. Quand Jamel rencontre Julie Derouet et lui promet le mariage, il est déjà marié avec Céline. Céline, c'est celle qui est toujours aux côtés de Jamel Lelmi, avant les faits, pendant les faits, après les faits. C'est une relation inaliénable, une relation indestructible. Cette femme, pendant toute l'affaire, elle ne l'a jamais lâché. Elle l'a défendue, bec et ongles. Elle dérange parce qu'elle est fidèle, elle dérange parce qu'elle est inconditionnelle, et elle dérange parce qu'elle est là à toutes les étapes de la vie de Jamel. Céline, c'est l'âme sœur, l'âme noire peut-être. Céline est placée sur écoute, on vérifie ses comptes bancaires pour savoir si elle n'a pas profité, elle aussi, de l'argent des assurances. Et elle se retrouve pendant 2 jours en garde à vue. Le problème pour eux, c'est qu'ils ne vont strictement rien trouver. Absolument rien. On peut lui reprocher, si on veut, d'être fidèle à Jamel, mais c'est la seule chose. Au final, Céline ne sera pas poursuivie.
Je l'attends depuis longtemps, ce rendez-vous avec Céline. Elle a beaucoup hésité avant de me parler. Elle dit que la presse leur a fait beaucoup de mal, qu'elle a condamné Jamel d'avance. Mais finalement, elle accepte ce rendez-vous et demande qu'on dissimule son visage. Elle m'accueille chez elle, dans la maison qu'elle occupe avec sa petite fille de 15 mois qu'elle a conçue avec Jamel depuis qu'il est en prison. Quelle est la nature exacte de cette relation entre vous? Vous connaissez depuis tout petit. Donc en fait, Jamel et moi, on s'est rencontrés jeunes, quand on était enfants, et on s'est un jour rapprochés. On était très très amis, et puisqu'il faut absolument donner une explication à cette relation, donc c'est des amis qui couchent ensemble, quoi. Parce qu'au Maroc, vous êtes en quelque sorte son alibi. C'est vous qui confirmez que ce soir-là, vous êtes à Casablanca et pas à Marrakech. Moi, je suis pas un alibi, je suis un témoin, puisque j'amène des preuves qu'on est à Casablanca. Vous retirez de l'argent. On a la preuve, bien évidemment, par des retraits bancaires, mais il y avait également une preuve par des vidéosurveillances. Et la juge d'instruction a décidé, et d'ailleurs c'est acté dans la procédure, de ne pas se rendre à Casablanca chercher ces vidéosurveillances faute de temps. Je trouve ça scandaleux et hallucinant qu'un magistrat n'aille pas chercher une preuve. Vous êtes, à un moment donné, disons les choses, soupçonné d'être sa complice. Le seul moment où j'ai été soupçonné, c'est ce 3 août, où j'ai été mise en garde à vue. Voilà. Et ça s'est arrêté là. Ça a duré les 2 jours de ma garde à vue. J'aimerais aujourd'hui comprendre pourquoi ma mise en garde à vue, si ce n'est avoir été la conjointe de Jamel, et je pense un témoin très gênant. Parce que si Jamel a tenté d'assassiner Julie Derouet, alors vous êtes sa complice. Lorsque j'ai été interrogée, je me rappelle encore aujourd'hui ce que j'ai dit. C'était « Je ne comprends pas pourquoi je suis là et lui dans le box. Soit ce que je vous ai dit est la vérité, et dans ces cas-là, Jamel devrait être à mes côtés, libre. Soit il est dans le box, mais dans ces cas-là, je suis avec lui. Vraisemblablement, il y a un problème. » Alors que je m'apprête à partir, Céline tient à me montrer à l'étage un endroit surprenant, une sorte de musée dédié à Kathleen que Jamel aurait aménagé avant son arrestation. Depuis, rien n'aurait bougé. Je vous amène dans la pièce où il y a toutes les affaires une partie des affaires de Kathleen que Jamel a souhaité mettre dans un endroit. Donc là, c'est des photos d'elle, ça? Tout à fait. Son badge d'étudiant. Il y a ses papiers d'identité. Ouais. Ça, c'est ses bijoux? Tout à fait. Là, il y a encore des bijoux à elle ici. Ses rollers, sac à main. Et ça, là? C'est étrange. C'est du linge sale qu'il a gardé. En l'état? En l'état. Depuis la mort de Kathleen en 2007. Ça correspondait à quoi de sa part? Un lieu de pensée, de recueillement. Il avait besoin, en fait, peut-être, je sais pas, de la sentir avec lui tout le temps. On peut imaginer qu'il a fait ça en se disant, quand j'aurai besoin de démontrer que j'étais vraiment amoureux de ma femme, je pourrais dire que j'ai gardé un lieu dédié à elle. On ne peut pas imaginer, penser ce genre de choses, parce qu'il l'avait jamais pensé d'ailleurs. Un jour, arrivant en prison, ça lui est tombé dessus. Donc cet endroit, en aucun cas, c'est quelque chose qu'il aurait pu préméditer. Là, ça devient énorme après. Il a été condamné à l'issue du premier procès à 30 ans de réclusion criminelle. Ouais. Vous voyez garder tout ça au nom de cette fidélité à Jamel? Je ne sais pas ce qui va se passer pour Jamel. J'espère bien évidemment qu'il sortira de cet enfer et qu'il gérera lui-même ce passé et ses affaires. Et tournons ton bras. Glauque, pour tout dire. La mère de Kathleen aurait peut-être aimé récupérer certaines de ses affaires. Que va-t-elle penser en voyant ces images? Et si tout cela n'était qu'une mise en scène, juste destinée à me convaincre de l'innocence de Jamel? À la cour d'assises de Paris, le procès en appel de Jamel Lolmi a commencé depuis 3 jours. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Moi, j'ai
Jamel, lui, espère l'acquittement. Car depuis 6 ans qu'il est en prison, il ne dit qu'une seule chose. Il est innocent. À l'issue du premier procès à Évry, il y a 1 an et demi, il a été condamné à 30 ans. Il y a un truc qui m'intrigue un peu. Oui. Toi, tu étais au premier procès. Je l'ai suivi en entier, oui. Et de tous les journalistes du premier procès, tu es le seul à revenir. Oui. Pourquoi? Sans doute parce que je suis un de ceux qui ont des doutes. C'est-à-dire que, est-ce que Jamel Lelmi est coupable ou innocent? Moi, j'ai pas la réponse. Je suis pas convaincu de son innocence, loin de là, mais il y a quand même beaucoup de questions qui restent sans réponse dans ce procès, des témoignages un peu curieux. Il y a beaucoup de points qui sont pas clairs. Les premiers jours, ça ne commence pas si mal pour Jamel Lelmi. Physiquement, il a perdu du poids. Musclor a disparu. Quand il parle, il se défend bien, sa voix est posée, il a des arguments pour tout. Il connaît son dossier par cœur. Et chose rare dans une cour d'assises, il interpelle les jurés, il leur parle comme pour se les mettre dans la poche. Mesdames et messieurs les jurés, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Je veux qu'il n'y ait aucune zone d'ombre pour vous. Vous me comprenez? Je me demande si c'est une bonne stratégie. On cesse de dire à l'audience que Jamel Lelmi est avant tout un beau mec. Ouais. Je voudrais savoir ce que ressent la dessinatrice qui bah. le dessine depuis le début. Ouais. Dessinatrice, bon, moi je suis une fille avant tout. Hein. Donc il est beau. Oui, c'est un beau garçon. Ouais. C'est un beau garçon que je trouve très agréable à dessiner. Et j'ai du mal à associer en fait ce garçon à tous les faits qui lui sont reprochés. C'est un garçon qui présente bien, qui parle bien. Enfin, on se méfierait pas d'un garçon comme ça si on le croisait dans la vie de tous les jours. D'après toi, il cherche à séduire? Oui, bien sûr. Et puis je pense qu'à sa place, j'aurais fait pareil. Ouais. Oui, il séduit dans sa manière de s'exprimer. Il emploie des tournures de phrases qui sont... il dit beaucoup « je me sens »,« je sens que ». Enfin, c'est des choses... il parle de ses sentiments. Donc, c'est une manière de séduire aussi. Ouais. On compatit avec lui. Ouais. Ça te touche, quoi. Il te touche. Mais moi, il me touche. Donc, je sais pas si c'est vrai ou pas, s'il est innocent ou pas, mais en tout cas, il me touche. Bon, je te laisse. Ça a repris. À tout à l'heure. Bye. Ciao. Après 2 semaines d'audience, le témoignage d'un homme va venir perturber l'argumentaire bien huilé de Jamel Lelmi. Cet homme s'appelle Yannick. Oh, certes, il a un casier judiciaire bien rempli. Il a fait de la prison pour des violences et du blanchiment d'argent. Mais ce qu'il avait révélé pendant l'enquête et qu'il répète aujourd'hui devant la cour d'assises assène un coup sévère à la défense de Lelmi. Après la plainte de Julie en 2010, en perquisitionnant le domicile de Lelmi, les gendarmes étaient tombés sur une reconnaissance de dette qui les avait mis sur la piste de ce Yannick. Cet homme va être interrogé par les services de police et va raconter une histoire absolument incroyable. Yannick, il est gérant d'une boîte de nuit dans le sud de la France. Il veut développer son affaire et pour ça, il a besoin d'argent. Il est interdit bancaire, il sait que les banques lui prêteront pas d'argent. Pour obtenir cet argent, il va s'adresser à Jamel Lelmi, qui lui est présenté par un ami commun. En tout, Jamel Lelmi va lui prêter 200 000 €. À ce moment-là, va intervenir une des maîtresses de Jamel, qui est notaire, qui va établir un acte notarié de reconnaissance de dette à hauteur de 600 000 €. Déjà 3 fois plus que ce qu'il a prêté. Ça interpelle cette disproportion de signer une reconnaissance de dette de l'ordre de 600 000 € alors qu'il y a à peine 200 000 € de prêtés. Aux gendarmes, Yannick raconte qu'il était pris à la gorge, qu'il ne pouvait pas rembourser. Alors Jamel Lelmi lui aurait fait une terrible proposition.
Jamel devient pressant et un jour, il le rencontre dans une forêt. Et Yannick explique que Jamel Elmi l'a amené jusqu'à une croisée des chemins, que devant eux, il y avait un chemin à gauche, un chemin à droite, et que Jamel Elmi lui a dit, tu vois, là, il y a ta femme, là, il y a ta maîtresse. Tu choisis ta femme ou ta maîtresse pour me rembourser. Tu leur fais signer, à l'une ou à l'autre, des contrats d'assurance décès. Tu l'emmènes au Maghreb et puis on la tue. Et puis tu me rembourseras avec l'argent que tu toucheras des contrats. Il a eu peur. Il a vraiment eu peur. Yannick, c'est un peu un voyou à l'ancienne. On peut régler les choses entre hommes, on peut faire plein de choses entre hommes, mais on ne touche pas aux femmes. Yannick raconte qu'il a été tellement secoué par la proposition de l'Elmi qu'en janvier 2010, il en a parlé à des amis policiers rencontrés sur un parking. Après avoir été alerté par Yannick, les policiers vont évidemment essayer de savoir qui est ce Jamel Elmi. Ils vont taper son nom dans des fichiers qui sont détenus par les services de police, sur lesquels sont indiquées toutes les procédures dans lesquelles une personne a été mise en cause. Il ne ressort rien. Il est absolument inconnu à ce moment-là. En janvier 2010, en effet, Jamel Elmi est inconnu des services de police. Julie Desraux était encore à l'hôpital après son agression au Maroc. Elle n'a pas encore porté plainte. Et l'enquête sur la mort de sa femme Kathleen est classée depuis 3 ans. Ce qui est arrivé à Yannick, on pourrait ne pas le croire. Parce que Yannick, après tout, il vient nous raconter ça. Pourquoi est-ce qu'on le croirait ? Il y a un petit élément qui va nous permettre de le croire. C'est que lorsque les policiers font une recherche, lorsqu'ils passent au fichier un nom, ça laisse une trace indélébile. Et les gendarmes vont trouver la preuve que le nom de Jamel Elmi a bien été passé au fichier en janvier 2010 par des policiers du sud de la France. Ce passage au fichier accrédite non seulement ce que vient nous dire Yannick, mais en plus lui donne une date certaine. Yannick ne peut rien inventer à ce moment-là. Comme il n'y a pas d'affaire Julie Desrouettes, comme il n'y a pas d'affaire Kathleen Vasseur, qu'un homme vienne en janvier 2010 décrire très précisément ce qu'est le mode opératoire de Jamel Elmi, choisir une jeune femme, lui faire signer un contrat d'assurance décès, la faire mourir dans un apparent accident de la circulation, on a le mode opératoire dans un temps, personne ne parle de l'affaire. Jamel, bien sûr, nie en bloc. Il n'a jamais proposé un tel marché à Yannick. Mais alors, comment explique-t-il les recherches effectuées dans les fichiers de police ? Ce que l'on sait, c'est que les fichiers police de Jamel Elmi ont été consultés. Et c'est avéré. Mais ils ont été consultés pourquoi ? Mais peut-être tout simplement pour connaître la personnalité de Jamel Elmi. Voilà un garçon qui a emprunté 600 000 € et qui peut, d'après moi, être intéressé par la personnalité de son prêteur, pour nourrir un petit chantage. Mais en tout cas, ça n'établit pas du tout le fait qu'il y aurait eu une proposition de tuer sa femme ou sa maîtresse. Les policiers en question sont convoqués par les gendarmes à Paris et ils confirment le récit de Yannick. En réalité, ce sont des camarades de salle de sport qu'il a rencontrés sur un parking. Il n'est pas allé dans un commissariat du tout. Il n'a pas adopté du tout la démarche d'un honnête citoyen qui ferait l'objet d'une proposition malhonnête. Non. On n'est pas du tout sur une dénonciation sérieuse prise en audition par des services de police compétents. Il n'y a aucun procès-verbal, il n'y a aucune preuve même de ce rendez-vous avec ses copains policiers. Ce qui est sûr, c'est qu'entre le moment où les gendarmes découvrent l'existence de Yannick et le moment où ils l'interrogent, l'Elmi a été arrêté, il y a eu des fuites dans la presse, Yannick a pu s'en inspirer. En réalité, pour moi, effectivement, c'est une histoire qu'a arrangée Yannick, pour éviter surtout d'avoir à rembourser les sommes qu'il devait rembourser. Une histoire étayée par des copains, mais une histoire qui n'est pas crédible. Mais si Yannick dit vrai, alors son histoire vient conforter celle de Julie Desrouettes. Aujourd'hui, justement, c'est à Julie de venir déposer devant la cour d'assises,
raconter ce qui lui est arrivé. Comme tous les matins depuis le début du procès, elle s'en rend à Paris en RER. À cause des invraisemblances de son histoire, Julie risque d'être malmenée. Elle le sait, son père aussi. Alors, on commence par là. T'inquiète pas, ça va aller. Tu sais, quand tu passes près de la mort, c'est pas des avocats qui t'impressionnent. Hein. Ils vont essayer de te provoquer, ils vont essayer par tous les moyens. Oui, vous voulez vous faire passer pour une petite malheureuse, mais votre fille, vous vous en fichiez quand vous laissiez votre petite culotte. Tu vois, bon. Surtout, si t'es vexé, si on te parle de tes filles, si on tu prends une seconde, tu respires et tu décroches des gens qui te vexent, tu décroches des gens qui te cherchent, d'accord? Il faut absolument pas rentrer dans un dialogue avec eux. C'est pas eux que tu dois convaincre. Vraiment, n'essaye pas de les convaincre, Julie. Ça va aller? Ouais. Ça va. On est là. Julie va devoir convaincre le jury que Jamel a tenté de l'assassiner pour empocher l'argent des assurances. Lui la traitera sans doute, comme à son habitude, d'affabulatrice. Très bien, je pense qu'elle va vivre un très mauvais moment. Oui. C'est évident. De toute façon, il joue sa perte, il joue son batou. Oui. Et depuis le début, on sait que c'est elle qu'il faut démonter. Donc, incontestablement, de toute façon, il y a dans son récit, il y a des trucs... Voilà, des souvenirs, voilà, mais bon, ça peut pas être parfait. Non. Elle a subi je sais pas combien d'opérations, elle a été anesthésiée plein de fois, enfin bon. Comme elle pouvait s'y attendre, Julie n'est pas épargnée. Même le président a l'air de douter de certains passages de son récit, notamment de ses lettres qu'elle a écrites, ces lettres qui pourraient prouver qu'elle harcelait Jamel et qui la font passer pour une folle. Pourquoi tu me rejettes? Je ne supporte plus que tu sois indifférent à moi. Je vais te prouver que je suis celle qu'il te faut. À la barre, Julie continue d'accuser Jamel de les avoir dictées. Le président s'étonne. Madame, vous êtes une femme intelligente. Comment avez-vous pu avaler des parpaings pareils sur cette histoire d'assurance et de courrier qu'on vous a fait écrire? Mais c'est le roi des manipulateurs. L'avocate de Julie va lire d'autres passages de ces lettres et suggérer une nouvelle interprétation. Si je dois mourir, mes enfants auront de l'argent pour grandir. Je sais que tu t'occuperas bien de mes enfants. Ne leur dis pas comment je suis morte. Dis-leur que j'ai eu une maladie. Pour l'avocate de Julie, c'est clair. Jamel a fait écrire à Julie son testament. Ces lettres étaient destinées aux assurances. Elle attaque. Il avait tout prévu. Si vous étiez morte, il aurait pu expliquer pourquoi vous, alors que vous n'étiez pas même mariés, aviez souscrit pour lui tous ces contrats. L'argument a peut-être fait mouche. Je pense que globalement ils m'ont cru puisque malheureusement j'ai pas trop écouté mon avocate quand elle m'a dit écoute sois zen, ne réponds pas en t'énervant. Il y a 2-3 fois où je me suis un peu énervée puisque voilà, je veux pas qu'on remette en cause de ce qui m'est arrivé. Tu sais le truc qu'on a le plus de difficulté à croire, c'est cette histoire de lettres que tu aurais écrites sur la dictée. Quoi. Ce qui est très bien, c'est que mon avocate a bien soulevé le fait que si j'étais morte, ces lettres-là, elles auraient servi aux assurances pour prouver que j'étais folle et perdue amoureuse de lui et que ça aurait justifié, on va dire, les versements des contrats. Pour toi, c'est pour ça qu'il te les a fait faire. Quoi. Bien sûr, si vraiment il était innocent. Il n'y a pas un seul moment où il s'est dit « Mais t'es une menteuse !» Il n'a plus rien à perdre de s'exciter dans sa cage. Pourquoi il s'est pas levé? Pourquoi il n'a pas crié au mensonge? Ça prouve bien que c'est pas un innocent. Au final, il me semble que Julie a convaincu qu'elle était sincère. Malgré quelques invraisemblances, on la croit. On la croit d'autant plus qu'une autre femme se présente à la barre, tremblante, drôlement fagotée dans un manteau de fausse fourrure.
Cette femme, les gendarmes étaient tombés dessus dès la plainte de Julie en 2010, après quelques jours d'enquête, alors que Lelmy était encore libre. Ils font des investigations auprès des compagnies d'assurance et il y en a une qui les alerte qu'il y a une troisième jeune femme qui souscrit des contrats d'assurance pour des montants très élevés dont Lelmy est bénéficiaire. On ne prend pas ça à la légère quand on voit qu'on a une troisième jeune femme qui va souscrire des contrats d'assurance décès, sachant qu'une autre jeune femme est morte et qu'une autre est gravement blessée. Cette femme s'appelle Karine. Elle a 37 ans. Elle est vendeuse dans un magasin de vêtements pas chers à Paris. Et à l'époque, elle vient tout juste de souscrire pour 2 millions d'euros d'assurance décès au bénéfice de Lelmy, majoré à 3,2 millions en cas de décès accidentel. Les gendarmes vont décider de placer Jamel Lelmy sur écoute téléphonique. Et c'est là où les choses vont d'un seul coup se précipiter. Il y a une conversation téléphonique qui est époustouflante, où Jamel Lelmy dit à Karine « Ça va pas? T'as pas l'air normal, t'as pas l'air bien. » Et elle lui dit « J'ai failli me faire écraser par une voiture. » Il dit « Ah bon, bah écoute, tu sais, t'es fatiguée, ce serait bien que tu prennes des vacances. Tu sais, ce serait bien que tu partes. Je vais t'offrir des vacances au Maroc. » Là, pour les gendarmes, il est temps de tirer la sonnette d'alarme. Là, il y a une urgence, parce que cette jeune femme est en danger. Karine est convoquée par les gendarmes. Elle raconte dans quelles conditions elle a signé ses contrats. Karine explique qu'elle a rencontré Jamel dans un club échangiste, que leur relation reste secrète, il est généreux avec elle, il lui offre des cadeaux, il lui donne un peu d'argent, et qu'il lui a demandé de souscrire des contrats pour donner des preuves d'amour, parce qu'elle est très amoureuse de lui et que lui peut faire la même chose. Voilà l'explication qu'il va lui donner. Une rencontre, des cadeaux pour séduire, une relation tenue secrète et encore des assurances. Ça fait beaucoup de coïncidences. Et si Karine était la troisième victime programmée de Lelmy? Les gendarmes interrogent Jamel sur ses contrats dont il est, comme par hasard, le bénéficiaire. Il reconnaît, bah oui, je l'ai fait. Mais c'est pas moi qui ai été la chercher. C'est elle qui est venue me voir. C'est elle qui a tout organisé, tout manipulé, choisi les contrats, choisi les sommes, et que lui n'a finalement été qu'une sorte de marionnette de cette jeune femme. Et lui, il dit, elle m'a fait du chantage. C'est elle qui est venue me voir devant mon domicile. Elle m'a dit, écoute, on va aller signer ces contrats, sinon je dis à ta femme que tu couches avec moi. Les gendarmes invitent Karine à résilier immédiatement les contrats d'assurance. Car Karine semble extrêmement vulnérable. Elle a un point commun avec ces jeunes femmes sur lesquelles Jamel Lelmy et Jess sont dévolues. Elle est fragile. Mais alors elle est vraiment fragile. On va entendre l'employeur de Karine, qui est caissière. L'employeur nous dit qu'elle a beaucoup de mal à tenir son poste, qu'elle fait souvent des erreurs de caisse, qu'on est face à une personne qui a été victime en plus d'un accident quand elle était plus jeune, ce qui altère un petit peu ses capacités cognitives et sa façon de percevoir le temps, les chiffres. Elle est à la limite du retard mental. Je rencontre Karine dans le quartier de Pigalle à Paris, là où elle a croisé pour la première fois la route de Jamel, dans une boîte échangiste. Ce que Karine raconte est terrible pour Lelmy. Qu'est-ce qui vous a plu en lui? Racontez-moi. Son charme. Il est très, très beau. Costaud. Costaud, oui. Vous avez une relation sexuelle avec lui lors de cette rencontre? Oui. Vous allez le revoir vite après cette première rencontre? Non.
Ça doit s'écouler 1 mois, 2 mois, Ouais. à peu près. Et entre la deuxième et la troisième rencontre, 6 mois. pendant ce temps-là, vous n'avez aucun contact. Non, j'ai plus de contact avec lui. Et un jour, il vous appelle pas, il vient, Il vient au magasin, là vous travaillez. là où je travaille, lui. Il est comment ce jour-là? Il a un espèce de suite à capuche gris, je crois, et avec sur la tête. La capuche remontée sur la tête. Oui, comme un voyou. Et pourquoi? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il vous dit, lui? Il me dit, ouais, mais je me cache parce que je sais pas, on sait jamais s'il a des caméras. Et pourquoi il a peur des caméras? Je sais pas. C'est ce jour-là qui vous amène à Juvisy, dans l'Essonne. Oui, Il vous emmène où, à Juvisy? dans un cybercafé Pourquoi faire? pour souscrire des assurances vie. Racontez-moi comment ça se passe dans le cybercafé. Il va aller sur un site internet et après il va me faire des brouillons. Mais la feuille, il la touche jamais. Hein. C'est tout en moi qui la feuille. Hein. La feuille du contrat, il ne la touche pas. Non, c'est moi qui la touche. Il veut pas la toucher. Ben non, je sais pas pourquoi. Mais vous savez ce que c'est, vous, une assurance décès à l'époque? Non, je connaissais pas. Jamais entendu parler. Non. Vous savez les montants qui lui sont promis si vous arrive quelque chose? J'ai pas le sens de l'argent. 2,3 millions si vous arrivez à un accident, 3,2 millions si vous mourrez au cours de cet accident. Vous l'avez vu 3 fois dans votre vie, Mm. et il vous fait signer des papiers comme si vous viviez ensemble depuis 10 ans. Et à aucun moment ça fait paf, tilt, Non. danger. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce Jamel? Il a un très beau corps, il est très beau, tout en bien habillé. Et il parle bien. Et il a de l'argent. Aussi, ouais, peut-être. Vous n'en avez pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Je suis seulement qu'une vendeuse. Je voudrais vous proposer un test. J'ai un petit carnet là dans la poche. C'est pas un piège, hein. Mhm. Mais je crois que ça permet de voir les choses. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, écrire sur ce petit carnet Oui. la somme de 3 200 000 euros? L'enquête se poursuit. Face au témoignage de Karine, la juge d'instruction va prendre une décision extrêmement rare. Karine est un simple témoin, mais elle va ordonner qu'elle soit vue par un expert psychiatre. Et les conclusions du médecin sont sans équivoque. Elle ne maîtrise pas tout à fait la lecture, l'écriture. Ses capacités de jugement sont quand même altérées. Elle a des difficultés au raisonnement logique. Déjà, pour un individu normal, ce n'est pas toujours facile de comprendre les détails d'un contrat. Mais pour elle, qui a déjà un léger retard mental, c'est très complexe. Elle a pu signer sans véritablement comprendre la nature des contrats qu'elle signait. Je pense qu'elle est particulièrement influençable. On a une jeune femme qui pourrait quasiment relever d'une mesure de protection de type curatelle. Le 5 août 2010, après 2 jours et 2 nuits de garde à vue, Jamel Lelmi est mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat. Il est placé en détention provisoire à la prison de Fleury-Mérogis. Kathleen, Julie, Karine, toutes les 3 ont croisé la route de Lelmi et toutes les 3 ont souscrit à son bénéfice des assurances décès pour des montants énormes. Au point que la juge désigne un expert en assurance et lui demande de se plonger dans le monde des assurances décès. L'expertise judiciaire des contrats ordonnés par la juge d'instruction va confirmer ce que chacun de nous peut penser, c'est que la souscription par quelqu'un de jeune de contrats d'assurance décès de ce montant-là, en réalité n'existe pas. L'âge moyen des clients qui souscrivent ce genre de contrat est de 41 ans. Karine en avait 37, Julie et Kathleen,
26. Ces jeunes femmes sont trop jeunes pour signer des contrats de ce type. Et ça n'est pas le seul élément atypique relevé par l'expert. En moyenne, le capital souscrit en cas de décès est de l'ordre de 40 000 €. Mais dans le dossier de Jamel Lelmi, les jeunes femmes ont souscrit pour des capitaux où on est à plusieurs millions d'euros. 2 millions pour Kathleen, 7 millions pour Julie, 3 millions 2 pour Karine. L'expert révèle alors que le montant des cotisations qu'elles étaient censées payer dépassait largement leurs revenus. Elles étaient incapables de payer elles-mêmes ces assurances. Kathleen gagnait 1 200 € par mois, Karine touchait le SMIC, Julie ne travaillait pas. Qu'on s'intéresse aux primes, à l'âge des souscripteurs, à leur situation économique, au montant des capitaux d'essai souscrits, tout est complètement hors norme et sans aucune cohérence économique. Hors norme aussi, le nombre de contrats d'assurance décès dont bénéficiait Jamel Lelmi. 4 pour Kathleen, 4 pour Julie, 5 pour Karine. Ça fait 13 au total, du jamais vu. L'expertise en assurance est terrible pour la défense de Jamel Lelmi, puisqu'elle fait de lui le recordman de France des bénéficiaires des contrats d'assurance décès. Il n'est pas atypique, il est unique. Au palais de justice de Paris, le vent tourne pour Jamel Lelmi. Après 3 semaines de procès, c'est un personnage plus noir qui se dessine. Est-ce qu'il y a un moment où on peut croire à l'innocence de Jamel Lelmi? Un petit peu moins avec le témoin Karine. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'il y a eu un basculement et là, maintenant, je commence plus à croire à la partie civile. Karine, c'est peut-être de tous les dessins que j'ai vus le plus juste. Là, Ouais, elle a été bouleversante. Ouais, j'avais envie de pleurer avec elle. En fait, elle est comme une enfant, émotionnellement. Dès qu'il y a quelque chose qui la touche, elle va l'exprimer, mais sans pudeur. C'est pour ça qu'elle est très crédible. Parce qu'on sent qu'elle ment pas. Ouais, on a ce sentiment, je suis d'accord avec toi. Jusqu'à Karine, j'ai fait l'effort de ne pas prendre pour acquis que Jamel avait tué Kathleen et tenté de tuer Julie. Tout ça pour de l'argent. En revanche, après Karine, je n'y arrive plus. Cette fille ne peut pas mentir. Elle ne pourrait pas jouer la comédie à ce point. Jamel, le jeune prof qui n'avait jamais fait parler de lui, peut-il être ce criminel machiavélique? J'ai rendez-vous avec la psychologue qui l'a expertisé à 2 reprises en prison. Comment allez-vous? Bonjour monsieur. Entrez, Merci je vous en prie. de me recevoir. Je vous en prie. Comment ça se passe avec Jamel Lelmi? Parce qu'il y a des gens qui participent à l'expertise psychologique et d'autres qui ne veulent pas parler aux psychologues. Comment ils se comportent? Ah non, le problème de M. Lelmi, c'est qu'il parlait beaucoup et tout le temps. Et d'entrée, il s'est présenté en disant « Je suis un libertin », je reprends ses mots, comme Sade ou Casanova. Et je lui ai dit qu'il avait oublié Landru et que Sade était un pervers. Donc d'entrée, il a pris d'entrée le pouvoir pendant l'expertise. Il a géré l'expertise, il l'a dirigée. Comment est-ce que vous interprétez cette tentative de prise de contrôle? C'est son tempérament, il est comme ça. Un homme qui veut tout gérer, tout diriger, qui joue tantôt de sa domination, tantôt de son charme, de son sourire. C'est un très bel homme. Il est charmant, il est intelligent, il a été extrêmement courtois, charmeur, etc. Est-ce qu'il essaye de vous séduire? Est-ce qu'il... Oh ben non, j'ai plus l'âge. J'ai plus l'âge. Je dois avoir l'âge de sa mère, au moins. Non, c'était pas dans ce type de relation de séduction. C'était une séduction dans le cadre d'un rapport en prévision d'un jugement en cour d'assises. Il voulait donner de lui la meilleure image. Si on vous avait posé la question,
cet homme est-il dangereux? Vous auriez répondu? Oui. Sûr. Oui, il est dangereux. Il est dangereux parce qu'à un moment, il peut quitter l'image du gentil Jamel séduisant qui plaît aux femmes pour devenir quelqu'un qui vraiment peut passer à l'acte. Vous voyez tout ça en 2 heures, Madame Acquempart? Ah, Monsieur Andelat, je suis une vieille de l'expertise. Au bout de 2 ou 3 000 dossiers, on finit par connaître la nature humaine. Au procès, 2 témoins inattendus vont venir semer le trouble. Pendant l'instruction, ils avaient convaincu la juge de la culpabilité de Lelmy. Mais devant la cour d'assises d'appel, ils vont changer leur témoignage. Il s'agit de 2 des 3 réceptionnistes marocains qui travaillaient dans l'hôtel de Julie Derouet. Ils n'étaient pas venus au premier procès, mais cette fois-ci ils sont là, fraîchement débarqués de Marrakech. Pendant l'enquête, ils étaient certains d'avoir vu Jamel et Julie ensemble à l'hôtel le soir où Julie a été agressée. Mais ce soir à la barre, ils font marche arrière toute, ils n'ont jamais vu Jamel Lelmy. Jamais. Ce rebondissement d'audience est assez pitoyable. Le souci citoyen de ces réceptionnistes marocains qui n'avaient pas jugé utile de se déplacer pour le premier procès est quelque chose d'assez soudain et d'assez étonnant. Ce qui souligne le mensonge des témoignages, c'est qu'en réalité, le réceptionniste dans un hôtel marocain voyant passer des centaines de touristes et des milliers de touristes par an, la formule qui aurait été un petit peu crédible aurait peut-être été de nous dire « c'est impossible de reconnaître quelqu'un au milieu de la masse ». Et donc on a bien compris que les témoignages étaient des témoignages qui avaient été forcément obtenus frauduleusement. La seule explication cohérente, c'est qu'ils ont été achetés. Je n'appellerais pas ça un rebondissement du procès, parce que quelque chose qui rebondit, c'est quelque chose qui a une forme de puissance. Là, moi, j'appellerais ça plutôt un gros plof. Cela fait 1 mois que les témoins défilent à la barre. On arrive au bout. L'avocat général vient de requérir la réclusion criminelle à perpétuité à l'encontre de Jamel Lelmy. Les 4 avocats de la défense n'ont pas la tâche facile. Là, c'est l'entrée par laquelle arrivent les détenus et repartent les détenus le soir. C'est là que Jamel arrive? Jamel arrive ici tous les jours, repart d'ici le soir. À quelle heure? Mais il n'est pas dans le camion pénitentiaire, il vient seul, parce qu'il est trop décalé dans les horaires. L'audience se termine le soir à 10h, donc lui, il repart à 11h du soir. Il arrive à... Et il arrive le matin à 7h. Ouais, donc il dort peu, en fait. Il dort très très peu, ouais. Si j'essaye de reprendre un peu ce que je crois avoir compris de votre axe de défense, en gros, c'est Julie Derouet ment, c'est une mythomane qui a voulu faire du mal à Jamel qui se refusait à elle, et qui a monté cette histoire en se disant il avait dû tuer sa première femme. C'est ça l'idée. Mais c'est-à-dire que c'est un peu les poupées russes. Il y a une première affaire où on dit Jamel a tué son épouse, une deuxième affaire qui ne tient pas parce que Julie Derouet est effectivement une folle mythomane hystérique. Et Karine? Est-ce que vous souhaitez boire Un café, moi, s'il vous plaît. Et un allongé, je peux avoir? Oui, très bien. Merci. Il y a Karine quand même. Quand Karine arrive, cette fille est d'une telle fragilité qu'on n'imagine pas qu'elle ait monté un stratagème pour faire tomber Lelmy, même qu'elle ait rempli elle-même ses formulaires d'assurance décès. Enfin, elle vient au procès, on l'assoit sur une chaise parce qu'elle est faible, mais on ne se pose pas la question de savoir dans quelle forme elle est lorsqu'elle est dans une boîte échangiste, dont on nous dit d'ailleurs qu'elle était un des fleurons et qu'elle était parfaitement capable de gérer sa vie dans ces circonstances-là. Tu penses, toi, que à la veille du verdict, il y a des jurés qui doutent? Alors, j'ai été dépositaire, je te dis la vérité, d'un secret. Vas-y. Je ne devrais pas le dire. Oui, des jurés doutent. Alors, peut-être pas un nombre suffisant pour que Jamel soit acquitté, mais il y a des jurés qui sont dans le doute. D'ailleurs, il y a un doute sur tout dans ce procès. Objectivement, il y a un doute sur tout. Toi, tu plaides l'acquittement? Moi, je plaide l'acquittement au bénéfice du doute parce que je pense qu'il y a un doute. Je n'ai pas de certitude, j'ai des certitudes sur rien. Sauf sur une chose, c'est qu'il y a un doute colossal et que ce doute colossal ne permet pas de condamner un homme à 30 ans d'emprisonnement. Voilà.
Après 4 semaines intenses, c'est le dernier jour. Le jour du verdict. Brigitte, la mère de Kathleen, l'attend depuis 9 ans. Julie, depuis 6 ans. Ça crée des liens. Ouais, d'accord, il tombe pas. Julie m'a offert un bracelet en hommage à Kathleen. C'est vrai? Oui, avec son prénom dessus. Et moi j'ai ça. Voilà. Et leur petit trèfle à 4 feuilles. C'est la communauté de destin, quand même. Voilà, c'est ça. Elle Toi, est là. toi, t'es une romantique. Hein. Et tu as... Elle vous a montré son poignet? Oui, je sais. Le destin en main. Le J de Julie et le K de Kathleen. Les débats sont clos. Comme le prévoit le Code de procédure pénale, le président de la cour d'assises s'adresse une dernière fois aux jurés avec solennité. La loi vous prescrit de vous interroger vous-même, dans le silence et le recueillement. La loi ne vous fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de vos devoirs. Avez-vous une intime conviction? Les délibérations durent 7 longues heures. Isoler la future victime de son entourage familial, de son entourage amical. Monsieur Lelmy, levez-vous. La Cour et le jury vous condamnent à la peine de 30 années de réclusion criminelle et portent la durée de la période de sûreté à 18 ans. 30 ans. Dans son box, Lelmy ne moufte pas. 30 ans, comme en première instance. Mais la peine est alourdie par cette période de sûreté de 18 ans. Je repars, j'en sais pas plus. Pas beaucoup plus en tout cas. Moi, je suis un peu comme toi. Enfin, j'ai pas de doute quant à la culpabilité de Lelmy, mais je pense qu'on n'a pas la vraie histoire. Non, parce qu'il y a du mensonge des deux côtés. Voilà. Et ça, on en est quasiment sûr. Il y a, je sais pas, 20-30% de mensonges de tous les côtés, quoi. C'est-à-dire que cette histoire de le doute doit profiter à l'accusé, qui est vraiment la base du droit, du système de la cour d'assises, en fait, c'est pas vrai. Non, ça marche pas aussi simplement que ça. À partir de quel moment on doute assez pour relaxer? Elle est là la question, Ouais. où on fixe le curseur? Et ça, le droit le dit pas. C'est à chaque juré de faire avec sa conscience. On peut avoir plein de doutes, Oui, mais au final, une sorte d'intime conviction que quand même c'est lui, quoi. oui, c'est ça. Jamel Lelmy est donc l'assassin de Kathleen Vasseur, celui qui a voulu tuer Julie Derouette. Voilà pour aujourd'hui la vérité judiciaire. Mais la vérité, j'ai le sentiment de ne pas la connaître complètement. Qui conduisait la voiture qui a percuté Kathleen cette nuit d'hiver à Leuteville, dans l'Essonne? Qui a massacré Julie Derouette à coups de poing dans la banlieue de Marrakech? Ils étaient au moins 2. Ils n'ont jamais été identifiés. Il manquera pour toujours le fin mot de cette histoire.